Mais du coup, il ne faut pas se leurrer, les filières s'organisent. Les filières, je ne vais pas dire que c'est la majorité, mais il y a quand même une part conséquente de l'or qui vient de la mine, qui est transformée uniquement dans le but d'être refondu dès qu'il est exporté pour être considéré comme du recyclé. Donc le gold washing, c'est une réalité. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Ce bijou a été fabriqué en or recyclé. Cette bague est composée d'or éthique. Ces boucles d'oreilles sont conçues avec un or labellisé. Bref, vous l'aurez compris, lorsqu'on s'intéresse au secteur de la joaillerie et plus précisément à l'or, il n'est pas évident de comprendre les conséquences environnementales et sociales des bijoux que l'on affectionne. Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai réuni, à l'occasion de l'enregistrement de cet épisode, des spécialistes de la question. J'ai donc le plaisir de vous proposer une table ronde en compagnie de Dorothée Contour, fondatrice de la marque Gem, de Camille Mandrillon, créatrice de la marque Blanca, et de Patrick Shane, cofondateur du label d'or équitable Fairmined. Au cours de cet échange, mes invités répondront aux questions suivantes. L'or recyclé est-il pour autant éthique ? Quelles sont les différences entre une mine aurifère industrielle et une mine artisanale ? Comment pourrait-on rendre ce secteur moins opaque et plus éthique ? Quel est l'avenir de la joaillerie ? Bref, le sujet est, je vous l'accorde, assez complexe et j'espère vraiment que cette table ronde pourra nourrir votre réflexion. Je vous souhaite une très belle découverte et surtout une magnifique écoute. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous les trois, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. On va parler joaillerie, on va parler d'or. Ça fait très longtemps que je n'ai pas abordé ces sujets au micro de Basilic, donc ça me réjouit. Avant toute chose, j'aimerais que vous commenciez par vous présenter pour qu'on comprenne un peu qui vous êtes, d'où vous venez et dans quel univers est-ce que vous évoluez. Dorothée, je te propose que tu commences. Oui, bonjour Jeanne. Merci à toi pour ton invitation. Je suis aussi très contente d'être là avec vous aujourd'hui et d'aborder ces sujets qui nous tiennent tous à cœur. Donc, je m'appelle Dorothée Contour, je suis la fondatrice de la maison de joaillerie Gem, qui est la première, historiquement en tout cas, la première maison de joaillerie française à s'être engagée dans une démarche très aboutie en termes de progrès social et environnemental. On va parler de joaillerie éthique, joaillerie durable. Gem, c'est une marque qu'on a lancée en 2010, donc ça fait 13 ans maintenant. Gem, ça s'écrit J-E-M, petit détail puisqu'on est à l'oral, et en fait ce sont les lettres de Jewelry Ethically Minded. Donc pour dire que c'est vraiment à l'origine même, c'est l'essence du lancement de notre marque et de notre maison, d'avoir une proposition joaillière qui intègre dans son ADN et dans dès le démarrage, dans sa façon de faire, l'objectif de mettre en place, ou en tout cas de souligner la nécessité de transparence, de traçabilité et d'engagement, notamment sur les matières premières qu'on utilise, puisque ce sont là où il y a les plus gros enjeux dans notre filière en termes d'enjeux sociaux, environnementaux et de possibilité de changer les choses et de générer un impact positif. Donc notamment, nous, on va avoir 3 engagements très forts sur notre matière qui vont être l'or qu'on utilise depuis toujours, qui est donc le sujet de notre conversation aujourd'hui, qui est un or qui est 100% de notre or vient de la filière Fairmined, qui est certifiée du label Fairmined, dont on va discuter en détail. Mais à côté de ça, on est aussi très engagé dans la promotion du diamant de synthèse, qui est tel qu'on l'appelle officiellement en France aujourd'hui, mais son terme international est le Lab Grown Diamond, et on va parler aussi de diamant de laboratoire ou diamant de culture. C'est un autre sujet qui pourrait faire l'objet d'une conversation en tant que telle, mais qui est un de nos engagements forts également. Et puis depuis 1 an, on a aussi une action nouvelle, sur un nouveau territoire, une action assez conséquente dans le domaine de participer à notre manière et dans la fabrication de nos bijoux à la protection des océans au travers de nos bijoux qui sont parés de perles et de nacre. Voilà, c'est encore un autre programme. Mais l'or Fairmined est vraiment à l'origine de la création de Gem et au cœur de notre engagement principal.
Donc c'était quand même assez novateur en 2010. C'était complètement novateur et d'ailleurs à ce moment-là, Patrick, je pense on devait être 2 marques à se fournir auprès de Fairmind en 2010 et c'est longtemps resté comme ça. Et ça s'est développé depuis, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Merci Dorothée. Camille, je vais te laisser te présenter et ensuite on passera à Patrick qui va nous recontextualiser un petit peu tout ça et nous parler de Fairmind. Tout d'abord, bonjour Jeanne et merci de nous recevoir à ton micro aujourd'hui. Je suis ravie d'être là avec Dorothée et Patrick. Alors moi je me présente rapidement, je suis Camille Mandrillon, je suis la fondatrice de Blanca que j'ai créée en 2020 et dont la particularité est d'être la première marque de joaillerie en vermeil éthique et labellisée Fairmind. Présentation succincte, mais tu fais le pont avec ce fameux label Fairmind. Patrick, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et nous raconter un petit peu qui vous êtes et nous parler bien évidemment de ce label qu'elles ont toutes les deux évoqué. Alors moi je m'appelle Patrick Schein, merci de m'avoir invité et ravi d'être entouré pour cet enregistrement, pour ce podcast, excusez-moi. Bon bref. Donc moi je suis négociant et affineur d'or, je suis basé à Paris, je suis un des fondateurs de l'Alliance pour la mine responsable qui est l'inventeur du label Fairmind. Donc qu'est-ce que c'est le label Fairmind ? C'est un label de certification qui atteste d'une provenance de l'or. Et la particularité de cet or, c'est qu'il a été extrait par des mineurs artisanaux et à petite échelle, contrairement à l'or industriel dont on va sûrement parler plus tard. La deuxième particularité, c'est que ça atteste que cet or a été extrait de façon responsable selon des standards qui sont rigoureux, qui est le standard Fairmind. Le standard Fairmind, c'est quoi ? C'est 155 critères qui vont attester de différentes choses. D'une part, d'une traçabilité, de la protection de l'environnement, des conditions de travail qu'il y a dans les mines, des relations commerciales entre les mines et les acteurs de la filière, notamment à travers des prix minimums et des primes, mais également une gouvernance sur cette prime. Ça veut dire que le joaillier va acheter un or un peu plus cher et avoir une partie de cette prime qui va être utilisée pour améliorer les conditions de travail et les conditions de la mine. Et donc, il y a une gouvernance aussi de l'utilisation de cette prime. On peut utiliser l'or Fairmind de 2 façons. Soit il y a 2 modèles, soit un modèle totalement tracé, donc on sait d'où vient l'or et l'or est tracé physiquement et arrive dans le bijou. Mais il y a aussi un modèle qui est basé sur des certificats, un peu basé sur l'électricité verte, qui permet de garder tout l'impact sans avoir toutes les lourdeurs de la traçabilité physique de l'or, puisque je rappelle que l'or, c'est un élément chimique, donc il n'y a aucune particularité, on va dire, autre que l'élément chimique. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de différence entre un or qui vient d'un endroit et un or qui vient de l'autre. Donc, Fairmind, c'est quoi ? L'impact de Fairmind, ça a été créé il y a 10 ans. C'est aujourd'hui 361 marques qui utilisent le label Fairmind dans 33 pays. C'est 5 mines qui sont certifiées aujourd'hui et qui produisent de l'or. Et c'est plus de 6 millions de dollars de primes qui ont été versés aux mineurs depuis le début. Voilà ce que c'est l'impact de Fairmind. Ce qui est important également, c'est de savoir d'où vient le Fairmind. Donc, Fairmind a été développé par l'Alliance pour la mine responsable, qui est une ONG qui a été créée en 2004 en Colombie. Donc, c'est une ONG du Sud qui a une simple vision. La vision de l'ARM, c'est de dire que l'artisanat et la mine, l'extraction de l'or à petite échelle, c'est une activité qui peut tout à fait être responsable. Et donc, qui a décidé de le prouver en créant ce label Fairmind. C'est une ONG qui donc s'occupe des soutiens aux mineurs et qui s'occupe également d'ériger des standards. Donc on a ce standard Fairmind, mais on a également des marqueurs ou des programmes pour les gens pour les mines qui sont avant l'exigence du Fairmind. C'est aussi un des objectifs, c'est de créer des chaînes d'achat et des chaînes de filières responsables. D'accord ? C'est ce qu'on fait à travers le Fairmind.
Mais par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Le prix Nobel de la paix est fait avec un or Fairmine, donc on a créé la chaîne de A à Z. Vous avez des maisons de monnaie qui utilisent cet or-là, donc ça aussi, ça a été créé une chaîne responsable de A à Z. Mais c'est aussi des médicaments de traitement anti-cancer qui ont été créés également de A à Z avec cet or totalement tracé. Tout ça pour vous dire que c'est possible d'amener cet or-là sur le marché dans tous les domaines possibles. Donc, un autre axe également que développe l'Alliance pour la mine responsable, c'est la défense donc, de la mine artisanale à petite échelle responsable et d'avoir des actions au niveau international. J'étais moi-même, par exemple, je fais partie du comité d'écriture du guide de diligence de l'OCDE sur les minerais responsables et j'ai également participé au traité, à toutes les discussions, à toutes les COP qui ont eu lieu autour du traité sur le mercure de Minamata. Voilà. Aujourd'hui, ARM est actif auprès des mineurs dans 15 pays, sur 26 projets. C'est 5 000 mineurs directement impactés et 25 000 mineurs au niveau indirect. C'est 60 employés, 60 collaborateurs, avec des bureaux en Europe, des bureaux en Afrique et des bureaux en Colombie. Voilà. Vous anticipez ma question, justement. J'allais vous demander comment vous étiez répartis. Très bien, très intéressant. Donc, vous êtes quand même... le spécialiste du sujet. Pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien de quoi il s'agit, j'aurais aimé déjà qu'on revienne sur les différentes techniques d'extraction de l'or, puisque vous expliquiez à l'instant qu'il est possible d'extraire de l'or de manière responsable. Donc si oui, comment ? Et que vous nous peut-être redressiez un petit peu le tableau des différents moyens d'extraire de l'or, puisqu'on sait qu'il y a des méthodes très polluantes, notamment avec le cyanure. Voilà. Oui, d'abord, il y a un point que je voudrais mentionner ici, c'est que l'extraction minérale est très impactante au niveau environnemental. D'accord ? Ça, c'est une base qui est la réalité. Maintenant, il n'y a pas de progrès économique sans extraction minérale. C'est-à-dire que vous faites pas de rails de chemin de fer sans acier, vous ne faites pas de moteur de voiture sans aluminium. Vous ne transportez pas l'électricité sans cuivre. Donc, d'accord ? Donc, ça fait partie du développement économique de toutes nos économies. Concernant l'extraction minière de l'or, en fait, vous avez deux types d'extraction. Je parle de l'extraction minière. Vous avez l'extraction industrielle de l'or et l'extraction artisanale et à petite échelle de l'or. La grande différence, c'est que l'extraction industrielle, c'est 90% du volume d'or extrait. D'accord ? Par contre, ça va n'employer que 10% de la main-d'œuvre. À l'inverse, l'extraction artisanale à petite échelle va vous extraire à peu près 10% du volume mondial. Par contre, ça va employer 90% de la main-d'œuvre. Comment ça se traduit dans les faits ? C'est simple. Si vous avez une montagne avec des filons d'or, l'extraction industrielle va prendre la montagne et va la broyer et après va la traiter. L'extraction artisanale, elle va rentrer dans la montagne et elle va suivre le filon et elle va extraire le filon de manière sélective. D'accord ? Donc déjà, ça vous donne une idée sur l'impact environnemental, l'impact, on va dire, l'énergie dépensée pour pouvoir extraire cet or-là. Ensuite, les procédés sont pas identiques, mais ils sont similaires. En fait, l'or a une particularité, c'est d'être très dense. Ça pèse à peu près, on va dire, 19 fois le poids de l'eau. Donc, en fait, vous broyez tout ça. Vous, avec de l'eau, par différence de densité, vous extrayez l'or qui est le plus gros, puisqu'étant 20 fois plus lourd, il va tomber rapidement dans le fond du récipient. Par contre, vous avez tout l'or fin. Et l'or fin ne peut être extrait que par des procédés chimiques. Donc, il faut le dissoudre. D'accord ? La technique la plus simple que vous pouvez apprendre en 10 minutes, c'est le mercure. C'est une technique qui a été utilisée depuis très longtemps. Ça fait que très récemment, depuis le XXe siècle, on sait qu'elle est nocive. La preuve, c'est qu'un des endroits où il y a le plus de mercure au monde, c'est la baie de San Francisco, pour les raisons de la ruée vers l'or. Et l'autre moyen, c'est de le dissoudre avec du cyanure. Voilà. Donc voilà. Et si c'est fait dans des conditions, on va dire, optimales, on peut le faire de manière responsable. Voilà à peu près les différentes techniques d'or. Donc aujourd'hui, vous avez un or industriel qui, pour vous donner un ordre d'idée, a un impact
social faible, d'accord ? Et puisque dans une mine, on va dire, dans une des plus grandes mines qui existent, vous avez un salarié va vous produire 4 kilos d'or par an. Et d'un autre côté, vous avez la mine artisanale et à petite échelle qui va, elle, vous extraire à peu près, la moyenne mondiale, c'est 50 mineurs produisent 1 kilo d'or par an. Donc vous avez un impact social dans un or artisanal à petite échelle qui est 200 fois plus grande quand vous achetez un bijou. Si vous achetez un bijou 1 gramme d'or, vous savez que vous allez faire vivre 200 fois plus de personnes si elle vient de l'artisanat et de la petite échelle dans les pays du Sud par rapport à de la mine industrielle. Après, vous faites votre choix. Alors, si on veut parler d'impact environnemental, l'impact environnemental à l'extraction est plus faible si vous prenez la mine artisanale, parce qu'elle va, quand elle va attaquer une montagne, elle va faire de l'extraction sélective. D'accord ? Maintenant, vous avez également tout ce qui est alluvial. Donc, c'est les rivières qui a été la ruée vers l'or californienne, c'est de l'or alluvial. Hein, donc c'est bien l'image qu'on en a. Voilà, mais oui, c'est l'image qu'on a. Et la preuve, c'est qu'il y a un orpailleur sur le sceau officiel de l'État de Californie. En bas à gauche, vous avez un orpailleur. Donc voilà, c'est juste seulement après qu'on a fait de la mine souterraine. Donc l'impact, c'est de l'extraction sélective. Dans l'alluvionnaire, il y a effectivement un impact qui est assez important. Mais justement, vous pouvez encadrer cette extraction par des standards qui permettent de minimiser cet impact. Par contre, l'impact carbone va être beaucoup plus faible d'une mine artisanale, normalement, parce que ça dépend aussi de l'énergie qui est utilisée pour le faire, puisque, grosso modo, quand vous extrayez la montagne, vous sortez à peu près 1 gramme d'or pour 1 million de grammes extraits, tandis que dans la mine artisanale, c'est 20 à 30 fois plus. Donc vous allez mettre en œuvre beaucoup moins d'or si vous extrayez de manière artisanale à petite échelle. Donc si vous enlevez tout ce qui est au niveau environnemental très nuisible, ça veut dire l'utilisation irraisonnée du mercure ou l'utilisation irraisonnée du cyanure, si vous contenez cela, si vous contenez aussi les zones dans lesquelles vous faites cette extraction, vous arrivez à minimiser cet impact environnemental. Sachant qu'il restera toujours le problème des forêts, on va dire, tropicales, comme l'Amazonie, comme la Guyane française. Mais là, c'est un autre problème, puisque ce sont des territoires, on va dire, désertiques au niveau humain, avec très peu de population. Faire de la mine dans une forêt tropicale, ça pose effectivement des problèmes. C'était effectivement pas le sujet de cet épisode, mais c'est un sujet aussi très intéressant sur les forêts. Dorothée, toi justement, quand en 2010, tu as envie de créer GEM, tu as connaissance déjà de la situation, de l'or, de son impact. Comment ça te vient l'idée de faire appel à Fairmined et d'avoir un or tracé pour tes bijoux ? Très bonne question, parce que justement, l'histoire de GEM est assez originale sur ce plan-là, puisque c'est justement en découvrant et en tout ce dont vient de parler Patrick, c'est-à-dire à la fois comment était extrait l'or, la situation de la filière, les impacts que pouvaient avoir les différents types d'extraction d'or, tout ce dont on vient de parler. Je vais dire les choses de façon très simplement, mais en fait, ça m'a paru tout de suite assez évident, qui est utilisé essentiellement soit en tant que monnaie, donc par le secteur financier, soit, et je crois à hauteur de 50%, pour faire des bijoux, par le secteur bijoutier et joaillier. Donc, pas vraiment pour des raisons vitales, en fait. Là, on ne parle pas de filière alimentaire ou autre. Donc, moi, tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est l'écart énorme, enfin le contraste énorme entre ce qui se passe notamment dans les pays du Sud sur le terrain et notamment dans la mine artisanale, avec, on n'a pas décrit tout ça pour pas donner des tableaux trop noirs non plus, mais il y a des taux de mortalité très importants, il y a des conditions de travail extrêmement dangereuses, il y a des exploitations de population, des trafics, enfin il y a tout ce qu'il y a derrière ce qu'on peut imaginer derrière le mot enjeux humains et sociaux. Donc la réalité du terrain pour finalement faire des pièces de bijouterie ou de joaillerie qui sont à l'autre bout du monde, très loin, empreints de ce qu'il y a aujourd'hui de plus émotionnel et parmi ce qu'il y a de plus beau en termes de créativité, de qualité et de symboles et de ce que représentent ces pièces dans la vie des gens. Donc là, il y a quand même un grand écart qui est frappant. Et pardon, je suis un peu longue dans mon introduction, mais cette prise de conscience, elle est arrivée en même temps, parce que c'est grâce à l'Alliance pour la mine responsable, ARM, et grâce à Fairmined, en fait, elle est arrivée en même temps que la découverte
d'une solution qui était en train d'émerger. Alors à l'époque, ça s'appelait pas encore Fairmine, puisque le label a été reconnu et vraiment formalisé en 2014. Mais il y avait déjà des mines, des communautés minières pilotes en Amérique du Sud qui travaillaient, encadrées par l'ARM, qui travaillaient sur ces futurs standards et sur cette transformation de la mine artisanale. Et ça, c'est le point de départ de la création de GEM avec différents épisodes entrepreneuriaux à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est vraiment l'essence même de l'envie de créer cette maison de joaillerie qui porte qui fasse cette promotion et qui porte en elle cet engagement de transformer les pratiques dans la mine artisanale, de participer en tout cas à ça et de donner de l'aura à ces transformations qui existent, qui sont aussi synonymes. Là, je vais parler un petit peu plus d'un point de vue symbolique, mais parce que c'est notre rôle en tant que joaillier. On fait des choses très concrètes, mais ensuite on fait plaisir aux gens et les bijoux ont un rôle symbolique dans leur vie. Donc c'était l'envie de réconcilier un peu ces deux mondes et d'utiliser, enfin pas d'utiliser, mais oui, de réconcilier en tout cas le fait que la force, le plaisir et la force émotionnelle d'un bijou puissent aussi participer à une mission sur le terrain qui est un modèle, un exemple et source d'espoir pour plein de gens. Parce que même si l'or Fairmine aujourd'hui, c'est encore une petite partie de l'or artisanal extrait, c'est la preuve, c'est l'exemple que les choses peuvent changer et qu'on peut prendre en main des situations, qu'on peut remettre en cause des statu quo, qu'on peut donner de l'espoir à d'autres mineurs, que leur avenir soit différent. Donc, il y a le concret de l'impact, mais il y a aussi ce qu'il représente en termes de mouvement, de symboles et d'espoir pour l'avenir. Et ça, c'est quand même très fort. Oui, et puis porter un bijou dont tu es fier et qui correspond à tes valeurs, c'est évidemment primordial. Et puis, finalement, tu as quand même contribué à apporter beaucoup de transparence dans cet univers qui est le secteur de la joaillerie, qui fait rêver, qui est luxueux, mais qui est quand même très opaque et qui l'est encore beaucoup pour certaines grandes maisons. Alors, tu as tout à fait raison, la transparence n'est pas du tout un mot qui va de soi au départ dans la joaillerie et même, je vais dire franchement, même dans le luxe en général, on a et encore plus quand on remonte en 2010, il y a 13 ans. Nous, on arrive avec GEM avec cette envie, cette démarche et ce discours qui prône de la transparence, de la traçabilité, mais de la transparence, c'est-à-dire un éveil des consciences, on se pose la question de d'où viennent les matières qu'on utilise, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles impliquent comme conséquence. Et donc, quelque part, on lève un voile et ça peut être perçu aujourd'hui ou par un certain public comme quelque chose de très positif. Mais dans l'univers du luxe, au départ, la culture même, c'est la culture du mystère, du secret, de la chasse gardée. Donc, non, ça se fait pas du tout de lever le voile sur ce qui se passe derrière le rideau et derrière l'établi. Donc oui, là, on y allait un peu avec les pieds dans le plat. Surtout que forcément, en apportant de la transparence, on découvre aussi qu'il y a des réalités qui ne sont pas forcément celles qu'on se persuadait, qu'on aurait envie d'entendre. Donc, bien sûr. Donc oui, ça a été un point de départ fort. Il y a un changement qui s'opère dans la filière progressivement, doucement, année après année, mais qui reste encore lent. On peut quand même se réjouir, je trouve, que depuis peut-être 2-3 ans, enfin quelques années, dans le luxe et la joaillerie comme ailleurs, il y a une demande de plus en plus forte de transparence de la part des clients. Donc ça fait quand même accélérer les choses, c'est que c'est devenu un sujet qui est quand même important et sur le devant de la scène, alors qu'encore une fois, jusqu'à il y a 2-3 ans, ça ne l'était pas du tout et personne ne réclamait ça. Pour autant, si je rebondis sur ce que disait Patrick, l'or extrait de manière artisanale et plus durable, ça reste une infime partie dans l'or qui est extrait aujourd'hui. Absolument, c'est la pointe de la pyramide en fait. Mais faire qu'un label qui a été le premier label qui a amené de la traçabilité dans l'or. Avant, il n'y avait aucune traçabilité dans l'or de label de ça. Ça veut dire que c'est possible. Voilà. Et c'est ça qui est important. Comme le disait Dorothée, si vous avez un mineur au fin fond de sa mine qui dit écoute, dans ce pays-là, le mineur artisanal, il a réussi à amener son or dans une médaille du prix Nobel de la paix, c'est possible. Voilà, donc si c'est possible, je peux le faire. Et vous, avec Fairmine, comment est-ce que vous observez la situation actuelle ? Quelle est la tendance ? Est-ce qu'il y a une évolution ? J'imagine que vous avez aussi été amené à renforcer certains critères, peut-être, travailler sur d'autres critères environnementaux, sociaux. Comment ça a évolué ? Parce que ça fait longtemps, non ?
Alors, il y a une chose qui est à la base importante, c'est que Fairmind et ARM, c'est une ONG qui n'est pas gérée par des mineurs. C'est une ONG où vous avez 40% de mineurs dans le conseil d'administration. Vous avez 60% de société civile. 40% de société civile et 20% d'acteurs commerciaux, joailliers ou affineurs. Donc ça veut dire que c'est pas un lobby. Voilà. Par contre, c'est pas comme d'autres organisations qui représentent une industrie. Voilà. Par exemple, le World Gold Council, qui est une référence dans l'or, ça représente les mines industrielles. Le marché de Londres, ça représente les affineurs. Nous, ça représente un peu tout. C'est important à dire parce que quand vous éditez un standard, si vous éditez un standard en tant qu'industrie, vous allez faire en sorte de défendre les intérêts de cette industrie. Nous, on défend juste le fait que la mine artisanale peut être responsable. Donc, en fait, oui, ce standard, il est vérifié surtout par un tiers certificateur. C'est pas une auto-vérification comme différentes autres initiatives qui s'auto-certifient en disant, ben moi j'ai une filière responsable. Il est certifié par des tiers certificateurs selon des standards bien définis. Et effectivement, il y a des révisions. Il y a une révision en ce moment du standard où justement on intègre tout ce qu'on a pu, toutes les évolutions qu'on a pu noter depuis quelques années dans ce nouveau standard. Et c'est assez rigoureux. Donc la première chose que je dirais quand vous avez une certification ou un label, c'est vérifier qui a fait le label. Vérifier si c'est certifié, par qui c'est certifié et vérifier ce que représente le label. Bon, le standard Fairmind, c'est 77 pages, je ne vous demande pas de les lire, mais bon, c'est quand même assez détaillé. Et puis pour les auditeurs et auditrices du podcast qui sont aussi des consommateurs et consommatrices, c'est très important quand on achète un produit labellisé de se renseigner sur le label. Il n'y a qu'une seule question à poser quand on est consommateur, d'où vient l'or ? Et surtout, si on vous répond « il est recyclé », reposer la question, mais d'où ça vient ? Voilà. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui dans l'or estiment que le recyclé, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, le recyclé est une origine, ce n'est pas une origine. Voilà. Parce que l'or peut a eu une vie avant, il peut avoir été dans une mine un mois avant, et être considéré comme recyclé. Et justement, beaucoup de gens disent si on le refond, il est recyclé, mais pas du tout. Et comme c'est un produit indestructible, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 3% de l'or qui a disparu depuis 6000 ans, il a eu des fois, il peut avoir eu beaucoup de vie, mais le recyclage n'est pas une origine. Intéressant. On reviendra là-dessus juste après. C'est une précision intéressante. Camille, toi, tu as lancé Blanca un peu plus récemment, qui est Dorothée avec J'aime, et tu t'es assez naturellement dirigée vers le label Fairmind. Justement, c'est pour ça que j'avais envie que tu participes à cette table ronde. C'est intéressant en tant que créatrice de comprendre comment et pourquoi tu as choisi ce label. Qu'est-ce qui t'a fait opter pour cet or tracé ? Oui, alors moi, effectivement, je connaissais le label Fairmind puisque à ce moment-là, je travaillais dans le domaine de la joaillerie pour une grande marque au sein d'un grand groupe et que je suis moi-même une passionnée de joaillerie. Et pour rebondir sur ce que disait Dorothée tout à l'heure, en effet... dans ce secteur-là, ce sont des sujets qui, à l'époque, étaient très peu, voire pas abordés du tout. Et je dois dire que j'ai en tête souvent un échange que j'imagine être peut-être la jeunesse de Blanca, qui était un échange avec une journaliste d'un grand quotidien français au sujet de la provenance d'une pierre sur une bague qu'elle avait particulièrement appréciée. Et moi, de réaliser que j'étais incapable de lui dire d'où provenait cette pierre, sur le moment, d'une part, et puis plus tard, de ne pas avoir de réponse à lui apporter au sujet de la provenance de cette pierre. Donc, je réalise que je ne suis pas capable de lui donner la provenance de cette pierre, alors que je sais d'où vient le yaourt que j'ai acheté dimanche au marché. Je suis à peu près capable de savoir qui a fabriqué mes vêtements, mais je ne suis pas capable de donner la réponse au sujet de la provenance de cette pierre. Donc c'est pour ça que plus tard, quelques années plus tard, quand vraiment s'est posé la question de lancer Blanca, tout naturellement, je me suis tournée vers Fairmind parce que je voulais, mon objectif était de créer une marque absolument sans compromis sur les questions de provenance de l'or et de conditions d'extraction de l'or.
Voilà. Après, moi, ça a été un petit peu plus long puisque j'ai identifié Fairmined très rapidement. Mais c'est moi qui ai fait la démarche d'aller vers eux pour leur proposer de créer un vermeil Fairmined. Et le temps que tout se mette en place, ça a été plutôt long. Ça a été environ une année, je crois. Voilà, avant de pouvoir lancer vraiment la première pièce en vermeil éthique. Et donc, j'ai été la première marque à lancer une collection en vermeil éthique Fairmined en France, en Europe et dans le monde. Voilà. Alors, tu parles du vermeil. Je pense qu'il faut que tu nous expliques, parce que tous les auditeurs et les auditrices ne doivent pas être forcément familiers avec le terme. Je te laisse nous expliquer un petit peu et aussi pourquoi ce choix du vermeil. Alors, je vais d'abord te répondre de manière très technique. Le vermeil, c'est un matériau qui est composé d'une base en argent 925 et plaqué de 5 microns d'or. Ça, c'est la législation française. Le vermeil, il est identifiable de par son poinçon officiel que tu retrouves sur tous nos bijoux, même les plus petits, et qui atteste vraiment de la valeur du produit et de cette garantie de vermeil français. Je précise simplement que la réglementation du vermeil n'est pas du tout la même en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Le vermeil français, c'est vraiment une qualité qui est spécifique et supérieure à d'autres vermeils qu'on peut trouver, par exemple par rapport au vermeil américain, qui est composé uniquement, je crois, de 3 microns ou très peu. Et donc ça tient à la législation de chaque pays? Bien sûr, ça tient tout à fait à la législation de chaque pays. Donc moi, ce que je recommande, de toute façon, aux clientes en général, c'est de regarder s'il y a une vraie appellation vermeil. En France, de toute façon, il est interdit de vendre du vermeil qui ne soit pas un vermeil composé d'argent et de 5 microns d'or. Voilà. De toute façon, ce qui est très simple, c'est pour vérifier si une pièce est vraiment en vermeil, il faut vérifier les poinçons sur chaque pièce. C'est une obligation légale française. Et donc, pourquoi nous, on a choisi le vermeil? C'est parce que c'est un matériau qui est noble, qui est précieux, donc qui est durable. C'est un produit qui est quand même complexe à travailler. C'est un produit qui est plus accessible que l'or. Donc, ça nous permet de créer des pièces qui sont plus volumineuses. Comme par exemple notre pièce best-seller qui est le collier French Maille. C'est une pièce qu'on peut créer parce que elle est en vermeil. En or, ce serait beaucoup plus compliqué ensuite en termes de prix et d'accessibilité pour nos clientes. Voilà. Et historiquement, pour compléter, le vermeil, c'est un matériau qui est assez intéressant parce que c'est un matériau qui était beaucoup utilisé par de grandes maisons de joaillerie et d'horlogerie dans les années 70, notamment par la maison Cartier qui avait créé une ligne de montres. Je crois que c'était à l'époque la Tank Must avec des boîtiers qui étaient en vermeil. Voilà. Et ensuite, c'est un matériau qui a été peu à peu oublié avec l'avènement de la bijouterie fantasy. Donc aujourd'hui, on a pour ambition de faire revivre ce matériau noble, mais un petit peu oublié. Vous savez quel est le vermeil le plus connu? Et c'est d'actualité, les médailles olympiques. La médaille d'or des Jeux olympiques n'est pas en or, elle est en vermeil. En fait, elle est en argent. Et le standard du comité international olympique, c'est qu'il y ait 6 grammes d'or par médaille. Voilà, donc c'est dans un an, les Jeux olympiques. Malheureusement, Paris 2024, qui se veut champion de la durabilité, a exigé de l'or recyclé. Ah, j'allais demander justement. Et non pas de l'or Fairmined ou de l'or extrait de manière responsable. Ils ont demandé de l'or recyclé, comme si c'était une origine. Encore une fois, on pourra en reparler ou quand vous voulez, vous me lancez là-dessus, je vous en dirai plus. Mais voilà, le vermeil le plus connu, c'est les médailles olympiques. Comme ça parle aux consommateurs. On regrette que Paris n'ait pas choisi le Fairmined. Ah ben c'est absolument sûr, surtout que le cahier des charges est sorti directement avec de l'or recyclé. Je pense qu'il y a eu certaines consultations, mais parce que dans le cahier des charges, on parle bien d'or recyclé, de produits en fin de vie, etc. Mais le problème, c'est que l'or n'a pas de fin de vie. Voilà, l'or est indéfiniment recyclable, il n'a pas de fin de vie. Et surtout, en fait, pour que vous compreniez en 2 secondes, c'est que on recycle une matière pour empêcher son extraction. Donc, d'accord, moi je veux bien utiliser du plastique recyclé parce que ça me fera
éviter d'extraire du plastique ou de l'aluminium de la canette parce que j'aurai moins d'extraction. Sauf que l'or, c'est une monnaie. On ne l'extrait pas pour son utilisation, on extrait parce que c'est une monnaie. La preuve, aujourd'hui, la demande d'or en Europe, elle est faite pour des produits financiers. Donc en fait, l'utilisation du recyclé n'a aucun impact sur la diminution de son extraction. C'est pour ça que l'utilisation de matériaux ou de métal recyclé fonctionne pour tous les métaux, sauf pour l'or. Voilà. Et ça, les spécialistes le savent. Si je peux me permettre, parce que je pense que les auditeurs vont se dire, ça va de soi qu'on recycle l'or. Bien sûr que ça fonctionne de recycler l'or. L'or a toujours été recyclé, on le dit. Enfin, on n'a jamais mis 1 gramme d'or à la poubelle. Enfin, l'or n'est... Non. Donc, évidemment que l'or qui est extrait depuis des siècles et des millénaires est en circulation et là est réutilisé. Et c'est une grosse partie de l'or qui est utilisé dans la production de la joaillerie, de la bijouterie notamment. Non, ce qu'on dit là, c'est important de bien le comprendre, ce qu'on dit là, c'est que là où c'est un petit peu fallacieux, disons-le clairement, c'est de dire que l'or recyclé est un or à impact positif qui change quelque chose. Éthique, éthique, responsable, pourquoi pas. Enfin, en soi, il y a deux débats, il y a 2 sujets. C'est déjà qu'est-ce que l'or recyclé ? Je pense qu'on peut y revenir aussi, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il y a beaucoup de réalité derrière ce qu'on appelle l'or recyclé. Mais admettons que déjà qu'on sache très bien d'où vient, admettons qu'on ait un or recyclé qui effectivement vienne d'anciens bijoux depuis des millénaires. Bon. Utiliser cet or-là, comme vient de le dire Patrick, j'insiste dessus parce que on n'y pense pas naturellement, mais c'est important que les gens comprennent ça. Utiliser cet or ne change absolument rien sur ce qui se passe dans la mine industrielle et dans la mine artisanale. Voire, pour aller plus loin, pire, on se le dit souvent, parce que depuis quelque temps, puisque le marché demande de plus en plus d'engagement des marques et des filières, c'est vrai qu'il y a un petit mouvement de mode autour de très bien, mais puisque l'or se recycle, en fait, c'est une matière intrinsèquement durable. Durable au sens qui survit, oui, mais au sens qui n'a pas d'impact négatif sur la planète et sur les hommes, non. Donc, il y a un petit peu une tendance autour de c'est facile de recycler l'or, donc on a la solution toute faite. Sauf qu'on en extrait toujours autant dans les mines et que plus industrielles. on se tourne vers l'or recyclé, enfin, si se tourner vers l'or recyclé uniquement veut dire ne plus se soucier de ce qui se passe dans l'extraction, c'est une catastrophe. Oui, parce que l'impact, il est bien pire. Parce que du coup, il y a plus de formalisation, il n'y a plus d'encadrement, et notamment dans la mine artisanale, on va retourner vers de l'illégalité, etc. De toute façon, la définition européenne ou américaine est claire. On recycle un déchet. D'accord ? Si la canette de Coca-Cola, pour utiliser une marque, serait en or, vous pensez qu'on la mettrait à la poubelle ? Voilà. Donc on ne jette pas quelque chose qui contient de l'or, donc ce n'est pas un déchet, donc on ne le recycle pas. On le transforme dans un autre produit, ce qui n'empêche pas son extraction. Aujourd'hui, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, on ne peut pas avoir de traçabilité sur l'or quand on dit de l'or recyclé. Le joaillier ou le bijoutier qui utilise cet or recyclé n'a pas forcément de connaissance de la provenance de l'or à l'origine. Il achète juste de l'or recyclé. Voilà, il achète de l'or qui a été refondu et retravaillé. Je ne dirais pas recyclé. Il a été retravaillé, réaffiné ou quoi que ce soit. Et pire, ce que parlait Dorothée de la mode du recyclage, donc je veux que de l'or recyclé, a fait qu'aujourd'hui, les affineurs du marché de Londres, qui affinent 90% de l'or au monde, seulement 0,4%, donc si on arrondit 0%, provient de la mine artisanale à petite échelle. C'est-à-dire que cet effet a eu pour effet collatéral d'exclure des filières des pays du Nord, des pays développés, et on va dire de la légalité, l'or artisanal. Donc ça a un effet discriminatoire. La mine artisanale, c'est 15 millions de mineurs, 100 millions de personnes qui en dépendent que dans les pays du Sud. Et donc tout ça, ça a été exclu. En choisissant l'or recyclé, c'est ce qu'on fait. Et en fait, on se rend compte de quoi ? C'est qu'il y a beaucoup d'or recyclé qui viennent de la mine artisanale, mais à travers un autre produit. Voilà. Par exemple, je fais un bijou, 2 ans après, je le refonds, ça devient de l'or recyclé. Donc en fait, le recyclage est même devenu un moyen de blanchir l'or. C'est ce qu'on appelle en anglais du gold washing. Mais la réalité, c'est que dans ce qu'on appelle de façon très large aujourd'hui, officiellement sur le marché, sur notre filière de l'or recyclé, il y a énormément d'or
qui vient de la mine, et même pas il y a 2 ans, qui vient de la mine potentiellement la semaine dernière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'or est refondu, ce qu'expliquait Patrick, il est considéré comme recyclé. Mais du coup, il ne faut pas se leurrer, les filières s'organisent. Les filières, je ne vais pas dire que c'est la majorité, mais il y a quand même une part conséquente de l'or qui vient de la mine, qui est transformée uniquement dans le but d'être refondu dès qu'il est exporté pour être considéré comme du recyclé. Donc le gold washing, c'est une réalité. C'est pour ça que le cahier des charges de Paris 2024, c'est de l'or recyclé en fin de vie. Hein. Donc c'est pas, c'est quelque chose que moi je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose. Mais ce qui est important, c'est au niveau économique. Pourquoi l'or recyclé ? Parce que c'est pas cher. Il y a 20 tonnes d'or dans des vieux bijoux, des vieux Napoléon, des vieux lingots sur le marché français. Or, la production française, c'est-à-dire la demande française de joaillerie fabriquée ici, je ne parle pas de l'importer, est inférieure à 20 tonnes. D'accord ? Donc, on est en surproduction. D'accord ? Ce qui peut paraître très, très louable au niveau économie circulaire. Mais en fait, comme ça n'empêche pas l'extraction, voilà. Et la traçabilité, ça vaut de l'argent. Si moi, je dois vous dire, ce gramme-là, il vient d'une mine à 8000 km, il a été sorti dans cette mine-là, et vous le mettez dans votre bijou, okay, mais ça vaut beaucoup plus cher que de vous dire, mais non, ça c'est recyclé, c'est terminé. Donc l'or tracé vaut plus cher que l'or recyclé. Ça, c'est quelque chose, c'est la raison économique pour laquelle l'industrie l'a mis en avant. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand label d'or qui se veut éthique, qui s'appelle le RJC, l'or coque, comme on dit en France, mais à 99%, c'est de l'or recyclé. Mais donc, aujourd'hui, qu'on comprenne bien, l'utilisation de l'or recyclé, au final, ça a eu quand même un énorme impact négatif qui est qu'on extrait toujours autant d'or et dans des conditions plus opaques, dans ces mines un peu industrielles, enfin complètement industrielles, où il n'y a pas forcément d'enjeux sociaux, environnementaux. Mais les mines artisanales qui existent aujourd'hui, les mines aurifères artisanales, si on imagine le monde de l'or d'ici 20 ans et qu'on essaye de rêver d'un idéal, quel serait-il ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus durable et plus engagé aussi envers ces populations ? Parce que j'imagine qu'il y a des énormes enjeux politiques aussi. Alors, je vais être très dur. L'or n'a aucune utilisation vitale. Soit vous en faites des lingots et vous le réenterrez dans des coffres-forts, parce que l'homme a peur de demain et veut protéger son argent. Soit on en fait des bijoux. On peut vivre sans bijoux, on peut faire des bijoux d'autres matières. Mais surtout, il y a assez d'or hors mine, hors sol, on va dire, pour pouvoir alimenter la majorité des joailliers qui se veulent éthiques. La seule chose, c'est que si on arrête l'extraction minière d'or, on met sur le carreau 15 millions de personnes. On ne les met pas sur le carreau parce qu'elles ne s'arrêteront jamais. Hein. Sinon, il faut un policier derrière chaque mineur. On met sur le carreau 15 millions de personnes, donc 100 millions de personnes, dans des milieux ruraux, dans des pays du Sud, d'accord, et qui ont un impact local énorme parce qu'un mineur, grosso modo, ça gagne plus qu'un agriculteur. Ça a aussi une vie plus dure, mais il dépense son argent localement. Il ne verse pas de dividendes, il n'apporte rien. Voilà, donc il a un impact local total, même s'il est informel. Parce que ce n'est pas parce que l'argent n'arrive pas par la banque centrale et que si l'argent arrive dans l'économie, ça arrive dans l'économie, ça a quand même un fort impact, surtout qu'on est dans des pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, on parle du Mali ou du Burkina Faso, qui ont des fortes mines industrielles et l'informalité, c'est à peu près dans les campagnes 80 à 90% de l'économie. Donc on est dans des pays informels. La Colombie, c'est 60% de l'emploi est informel. Voilà, donc il faut quand même remettre ça dans le contexte. Donc quand vous arrivez là avec de la formalité, vous dites « Ok, mais il faut que je m'adapte aussi à mon contexte ». Alors les pressions politiques, non, puisque l'or n'est pas un enjeu politique. Voilà. Il n'y a jamais eu de guerre pour de l'or, parce que ça n'a pas d'utilité, et parce qu'il y a une raison très simple, c'est ce n'est pas un métal stratégique. Vous pouvez vivre sans or aujourd'hui, et il y a assez d'or aujourd'hui. Il suffit de recycler 3% des stocks d'or existants pour pouvoir fournir les demandes de bijoux, d'industrie, etc. Vous pouvez le faire. En fait, la demande d'or, elle ne vient que d'une partie, et c'est que c'est une monnaie. Et comme aujourd'hui, c'est une monnaie qu'on ne peut pas imprimer, c'est une monnaie refuge et tout le monde en veut. Moi, je ne parlais pas forcément du fait que ça s'arrête. C'était plus comment est-ce qu'on peut imaginer, peut-être en valorisant encore davantage les mines artisanales. Justement, c'est ce qu'essaye de faire Fairmine, et d'ouvrir une voie.
Non, mais c'est toute la mission d'ARM, avec le label Fairmind qui est le standard le plus abouti, mais ils ont une action qui est quand même très, très large dans beaucoup de territoires, d'ailleurs sur tous les continents, avec des étapes intermédiaires entre une communauté minière qui entre dans un programme d'ARM jusqu'à la certification. Il y a un certain nombre d'étapes qui apportent à chaque étape, justement, qui apportent du progrès et donc de l'impact positif. Mais c'est vrai que dans un monde idéal et un peu simplifié, surtout qu'on parle beaucoup dans nos milieux aussi de sobriété, donc d'extraire moins, de produire moins. On pourrait se dire l'or n'est pas utile. Enfin, c'est dur pour les 15 millions de personnes qui en vivent, mais il faudrait trouver un moyen de les reconvertir, de les amener vers d'autres métiers et d'arrêter d'extraire l'or. Oui, mais pour ça, il ne faut plus que l'or soit l'étalon monétaire. C'est le seul point, en fait. Tant que ce sera le cas, il y a des superbes actions d'ONG et de groupes humanitaires qui, notamment en Afrique de l'Ouest, qui accompagnent des familles ou des communautés de mineurs pour les convertir à de l'agriculture locale durable en faisant en sorte que ça les rémunère autant et que ce soit du coup un avenir moins dangereux, plus vertueux. Sauf que, très bien, mais le site minier qui est peut-être déserté par ses exploitants à ce moment-là, à un moment, il va être exploité par d'autres. Et on revient au même sujet. Le laisser de côté, c'est ouvrir la voie à l'illégalité et aux pratiques, avant Fairmind, aux pratiques qui sont elles néfastes si elles ne sont pas encadrées. Donc, c'est pas toujours évident de se dire, il faut quand même être, de façon générale, mais là c'est un exemple assez, je pense, assez parlant, faut quand même être pragmatique dans toutes ces évolutions et regarder la réalité de ce qui se passe sur le terrain et de chaque filière. Sinon, on continue à rêver et on parle d'idéologie, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de progrès concret. On est bien d'accord. Éthique et responsable, vous devez intégrer dans votre filière de l'or artisanal et à petite échelle. Alors que vous en mettiez 100% comme j'aime ou comme Blanca, c'est votre choix, mais au moins dans des proportions équivalentes à ce qui se passe sur le terrain. Donc si vous intégrez 10 à 15%, voilà. Si on schématise, dans le monde idéal, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou plus, j'en sais rien, mais ce vers quoi on va, top niveau, ce serait que 100% de la mine artisanale soit responsable, qu'il n'y ait plus de mine industrielle. C'est un truc qui pourrait être faisable. En tout cas, du coup, une extraction, qu'elle soit industrielle ou artisanale, qui est encadrée, qui est contrôlée et qu'on peut qualifier de responsable et qui répondent à des critères, à des standards et à l'idéal qui soit certifié pour ces 1500 tonnes ou 2000 tonnes extraites par an. Et puis le reste qui reste de l'or recyclé parce qu'on continuera, c'est très bien, on continuera à recycler l'or qui est en circulation. Mais effectivement, l'idéal, c'est un mix des deux et qu'on ne laisse pas l'extraction de côté, mais qu'on la prenne en main. Moi, je pense que si je suis au gouvernement français, non. Parce que moi, mon économie dépend plutôt de la filière joaillière. D'accord ? Donc, si l'or va lui coûter plus cher parce qu'il doit être tracé, je dirais non. Moi, je défendrai mon industrie joaillière. Donc, je ferai ce que me demande mon industrie joaillière. Maintenant, la France a aussi la Guyane française, où il y a beaucoup d'or qui est extrait de manière illégale, là, puisque c'est dans une forêt vierge, etc. Ça prouve aussi qu'un pays, la 6e puissance mondiale, avec plusieurs dizaines de millions d'euros de budget, 500 hommes qui font 3000 missions par jour, n'arrive pas à éradiquer l'extraction illégale. Ça prouve aussi que vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque mineur. Donc c'est quelque chose qui est là, qui durera et qui va continuer. Si demain je vous dis, allez au Stade de France, j'ai enterré 3 kilos d'or il y a 1 an sous la pelouse, vous avez 10 000 personnes qui vont aller creuser le Stade de France. Et on est en France. Finalement, la seule façon de lutter contre les pratiques illégales, c'est que ça devienne, c'est d'incentiver, c'est que ça devienne intéressant et motivant et attractif pour les mineurs de le faire dans un cadre formel et légal. En fait, et ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Comme l'or est une monnaie, il attire les gens qui ne peuvent pas rentrer dans les circuits monétaires légaux. Et c'est pour ça, et ça donne une mauvaise image à la mine. Parce que moi, si je suis mineur et que je suis au fin fond de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud et que je produis 1 demi-gramme d'or dans la journée, je vais le vendre à la porte de ma mine au gars qui me propose le meilleur prix, même si c'est en liquide, j'ai pas de compte en banque, donc il est obligé de me payer. Et après, je retourne dans ma mine, ressortir mon demi-gramme d'or pour le lendemain. Je vais pas aller faire 500 km, m'ouvrir un compte en banque, etc. Moi, je fais au plus simple. Et c'est les gens qui achètent après, qui utilisent l'or pour justement les réseaux parallèles. C'est pas le mineur artisanal. Le mineur artisanal, c'est le dommage collatéral. Voilà. En fait, ce qui intéresse les milieux
informels, les milieux criminels ou les groupes armés, c'est l'or qui en sort parce que c'est une monnaie. Il faut vraiment prendre conscience qu'il faut accompagner, encadrer l'extraction minière de façon positive. Enfin, c'est mon point de vue, mais de façon positive et attractive. Et c'est ce qui, si je reviens un peu à nous, ce qui nous drive un peu au quotidien depuis 13 ans maintenant chez GEM, c'est justement ça, toute la force d'un label, mais c'est pas qu'un label, d'un programme, d'une initiative comme Fairmined. Mais justement, si on se tourne là vers les clients, clientes qui achètent vos bijoux, déjà, est-ce qu'ils connaissent Fairmined pour celles et ceux avec qui vous avez eu l'occasion d'échanger? Et comment vous en discutez, en fait? C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'une fois qu'on sort de nos cercles engagés, et si on fait un petit sondage dans la rue, est-ce que les gens parviennent à identifier leur Fairmined? Est-ce que tout de suite ça résonne? Est-ce qu'on arrive encore à faire... Est-ce qu'on a déjà réussi à faire passer ces messages, ou il y a un vrai travail à faire? Il y a un vrai travail à faire. Faut être très honnête, la notoriété du label Fairmined n'est pas encore très, très développée. En revanche, il y a quand même de plus en plus de clients qui vont être dans une démarche proactive de rechercher de l'or éthique ou de l'or responsable ou durable, selon les mots-clés du moment. Mais et là, qu'est-ce que ça veut dire l'or éthique? Et c'est là où il y a quand même plus de réflexion. Alors, on parle quand même d'un petit microcosme, mais je vois l'évolution en plusieurs années. Il y a plus de réflexion, c'est-à-dire de questionnement et d'interrogation de d'accord, mais ça veut dire quoi l'or éthique? Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, comment on en parle? Nous, on parle de Fairmined. D'ailleurs, on dit de moins en moins or éthique, on parle d'or Fairmined parce qu'on a besoin de faire comprendre aux gens que ça intéresse. Il y a pas du tout, on brusque personne, mais on a besoin de faire comprendre que c'est de l'or minier responsable et qui a un vrai impact positif sur des hommes et sur la protection de l'environnement. Et ensuite, on parle de choses très concrètes. Donc, parmi les différents critères, on parle des plus parlants et qui vont être l'encadrement de l'utilisation du mercure et du cyanure, effectivement l'empreinte carbone, le développement humain avec la lutte contre le travail des enfants, mais aussi en parallèle la scolarisation des enfants, etc., etc. Mais c'est ça dont on parle aux clients. C'est pas forcément tout ce truc technique sur la filière. C'est concrètement qu'est-ce que l'or Fairmined permet de faire à l'autre bout du monde, là d'où vient l'or. Voilà, on parle d'impact en fait. Alors nous, on a clairement deux catégories de clientes ou clients. Ceux qui viennent pour le label, pour nos engagements et pour ce que ça représente pour eux, parce que personnellement c'est important pour eux. Et on a une autre catégorie de clients, eux qui viennent pour le design ou parce qu'ils ont entendu parler de la marque ou parce que la marque leur plaît. Voilà. Ces clients-là, on les sensibilise évidemment, donc il y a vraiment un travail de pédagogie qu'on fait avec ces clients-là qui viennent absolument pas pour le Fairmined au départ, mais pour qui, moi je le vois, cette dimension Fairmined ajoute une dimension luxe supplémentaire. Notre démarche vraiment ajoute une dimension luxe supplémentaire aux produits qu'on propose et à l'image de notre maison. Voilà. Donc, de toute façon, nos clients sont vraiment très heureux de pouvoir acquérir un bijou qui est labellisé Fairmined. Mais à la base, c'est vrai qu'il y a deux catégories de clients et je dirais que c'est chez nous aujourd'hui de l'ordre du 50-50. C'est intéressant cette volonté de parler, tu disais Dorothée, on parle davantage d'or Fairmined maintenant. Et je trouve ça important aussi parce que finalement, en tant que consommateur et consommatrice, moi, ça fait quand même quelques années que je m'intéresse au sujet, donc c'est plus facile pour moi maintenant de comprendre aussi de quoi on parle, mais on peut vite être victime, alors là, c'est pas du gold washing, c'est du green washing, mais tu vois, de marques qui prétendent utiliser de l'or durable, éthique, peu importe comment on veut l'appeler, et finalement, acheter le bijou et se rendre compte qu'on n'a pas forcément posé les bonnes questions, on n'a pas pu poser les bonnes questions non plus, donc il y a toujours un rôle quand même en tant que consommateur et consommatrice, de poser les questions, de se renseigner sur ce qu'on achète. Et effectivement, en disant c'est de l'or Fairmined, hop, tout de suite, c'est identifié comme de l'or issu de mines artisanales qui ont un impact, etc. Ah, absolument. Vous avez tout à fait raison. Et l'éthique, vous savez, la définition de l'éthique, ça dépend du groupe qui le définit. Chacun a son éthique et vous pouvez avoir des éthiques différentes dans la vie. Mais par contre, quand une industrie s'autorégule, et aujourd'hui sort un label de responsabilité et d'éthique, et 99% c'est de l'or recyclé, qui peut être greenwashé ou goldwashé, comme on dit, c'est pas éthique.
ou alors c'est irresponsable. Donc en fait, il faut prendre la réalité de la mine, il faut intégrer de l'or recyclé ou retravaillé, de l'or artisanal et à petite échelle responsable, et de l'or industriel fait de manière responsable. Et c'est ce mix-là qui a toujours été le mix de l'or aujourd'hui. Voilà. Mais si tout le monde dit « moi je veux que celui-là », ben, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être complètement marginalisés. Et ça, c'est pas éthique. Mais si on revient à la question au sujet de comment on parle de ça, et si on prend un petit peu si on élargit un petit peu notre discussion au-delà du bijou, je trouve que, moi personnellement, je trouve on rentre dans une nouvelle phase d'engagement. En fait, depuis quelques années, on a beaucoup vu arriver dans le milieu de la création, de la mode, de la consommation, des mots qui paraissent un peu galvaudés maintenant, mais qui étaient nouveaux il y a encore 4-5 ans, d'éthique, d'éco-responsabilité, de green, de durabilité, de bio, tous ces mots-là. Je pense que ça a été nécessaire, je vais avoir une petite réflexion peut-être un petit peu plus sociologique, mais ça a été nécessaire de commencer par là pour interpeller, parce que quand on dit effectivement éthique, il y a un petit côté moral, qui n'est pas forcément objectif, mais bon, responsable, éthique, à un moment donné, c'était tellement pas le sujet dans la plupart des industries que c'est ce qui a permis de façon simple, parce que rentrer dans les sujets de façon trop compliquée, on allait de toute façon perdre les gens. Nous, on a parlé d'or éthique, mais de toute façon, le label Fairmined n'existait pas encore les premières années, mais on a parlé d'or éthique pendant très longtemps dans un objectif de simplification, pour pas perdre, comme point d'entrée. Et ensuite, on affine et on explique. On a toujours expliqué les choses de façon très concrète. Mais je pense que ça a été une phase nécessaire pour interpeller et se faire poser des questions. Aujourd'hui, et là je parle un peu tout secteur confondu, aujourd'hui c'est tellement sur toutes les lèvres, c'est tellement sur la home de tous les sites internet, c'est tellement partout dans l'économie, dans la politique, dans les médias, qu'il y a aussi il y a un besoin maintenant de définir. Il y a un besoin de préciser qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, il y a aussi de la suspicion qui monte. Il y a aussi, on parle de greenwashing, mais même sans aller aussi loin que le greenwashing, les gens ont besoin de comprendre, mais en fait, c'est quoi? Et c'est pour ça que je trouve que, nous, on est vraiment passé à parler d'or Fairmined ou de diamants de culture, etc. Mais on n'est plus dans... on sort un petit peu de ce qui est bien, pas bien. Après, les gens se font leur jugement. On est plus dans l'explication de ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et quelles sont nos convictions et quel est notre impact. On va peut-être plus parler d'impact, en fait. Et je trouve que c'est une évolution intéressante, en tout cas nécessaire, qui n'est pas encore la norme partout, mais je trouve que c'est une évolution nécessaire un peu sur tous les secteurs, de passer d'une qualification un peu molle à des choses concrètes. Et c'est là où les labels... moi, c'est ma conviction depuis très longtemps. Les labels, lorsqu'ils sont bien gérés, lorsqu'ils sont indépendants, lorsqu'ils sont audités, etc., sont un peu l'avenir de toute cette transformation-là. Pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, le rôle des labels est important, parce que je pense que pour les consommateurs, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'accéder à des pièces de joaillerie de qualité, joaillières, et également des bijoux qui correspondent à des standards réellement éthiques. Aujourd'hui, moi, je trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans le domaine de la joaillerie, on assiste quand même à une sorte de bipolarisation depuis quelques années entre ce que j'appelle la fast bijouterie et la joaillerie de luxe. Et les termes d'éthique, tout le monde se les approprie, en fait. Et aujourd'hui, c'est assez difficile pour le consommateur de savoir où aller en conscience, parce que tout à l'heure ce que tu disais, Jeanne, c'est il est difficile pour un consommateur de se rendre compte après coup que je n'ai pas posé les bonnes questions, mais il est aussi difficile pour un consommateur de ne pas s'en rendre compte du tout, de penser acheter en toute bonne conscience, d'acheter un bijou à 40 € en pensant qu'il est éthique et fabriqué dans de bonnes conditions. Donc c'est là aussi la responsabilité du label, je pense, et des marques, de faire aussi de la pédagogie sur ce qui est éthique et ce qui est moins. Voilà. Et faire attention à ne pas basculer dans la philanthropie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui commencent à dire écoutez, non, moi je vais continuer à utiliser mon or, et la mine artisanale à petite échelle,
je vais faire de la philanthropie. Donc, à travers ma fondation, je vais vous aider ou à travers des noms. Non, les mineurs, ils veulent un engagement. Ils veulent vendre leur or. Ils ne demandent pas, c'est le fameux trade, not aid. Ils veulent un engagement parce qu'ils sont fiers. Quand tu as vu la mineure qui est arrivée avec son père, elle était fière de voir son or dans des bijoux ici, quoi. Voilà, à 100 mètres de la place Vendôme. Voilà. Donc elle était fière. Et moi, je suis passé avec elle place Vendôme. On a vu toutes les vitrines. Et elle et son père m'ont dit, un jour, on sera là, quoi. Voilà. Et c'est pas de la philanthropie, ça. C'est vraiment... ce sont des micro-entrepreneurs, hein. Ce ne sont pas des gens qui demandent l'aumône. Surtout que si vous faites de la philanthropie, c'est un programme et ce programme va s'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe après l'arrêt? Si c'est pour revenir au point zéro, ça ne sert à rien. Donc il faut continuer. Faire de la philanthropie dans le cadre d'acheter de l'or, oui. Dernière question, est-ce que on parlait du luxe, Dorothée disait que le luxe devait être un exemple quand même quelque part. Est-ce qu'on a vu des grandes maisons de luxe utiliser l'or Fairmined? La première qui l'a fait à grande échelle, c'est la marque Chopard. Maintenant, elle a créé son propre label. Voilà, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et après, il y a des marques qui utilisent également au niveau des rapports RSE de leur Fairmined. Voilà. Mais le plus gros coût, je pense que le plus grand coût, c'est aussi la complexité de la filière, surtout pour une petite marque. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je veux ajouter quelque chose, c'est que prendre exemple sur Bianca et J'aime et demander aux marques de s'engager, en fait. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les trois. C'était très intéressant, très enrichissant. J'espère que les auditeurs et les auditrices auront appris beaucoup en écoutant cet épisode, mais je n'en doute pas. Merci. Et puis, sûrement, à bientôt. On aura évidemment l'occasion de reparler de ces sujets dans quelques années. Je n'en doute pas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.